Bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous commençons à envisager les formes qu'a prises au XIXe siècle ce que j'appellerais la raison des inégalités. Après la fin de la période révolutionnaire, que ce soit en Amérique ou en France, avaient été dessinés les contours de ce que j'appelais l'esprit de l'égalité, avec ses différentes figures. Mais progressivement, avec l'éloignement de l'événement, et surtout avec l'avènement de la révolution industrielle, la question de l'égalité s'est évidemment posée dans des termes complètement nouveaux. Et une des grandes caractéristiques du XIXe siècle va être d'osciller entre une tentative de légitimation des inégalités et des tentatives aussi de redéfinir l'égalité. Donc je commence aujourd'hui cette exploration. Ce qui est en cause, c'est que face à des inégalités de situation, non plus de conditions, mais de situation, car je crois que c'est bien ça le problème de l'inégalité dans le monde démocratique. Ce ne sont plus des inégalités de conditions, mais des inégalités de situation. Il devenait nécessaire de se poser la question de l'égalité dans des termes nouveaux, c'est-à-dire il fallait intégrer positivement une pensée de l'inégalité dans la démocratie. Comment intégrer une pensée de l'inégalité dans la démocratie? Il y a, au début du XIXe siècle, deux mots qui ont balisé cette entreprise, ceux de vertu et de talent. Ils étaient déjà présents dans la France de 89 ou dans l'Amérique de 1787. Je rappelle l'article 6, un des plus fameux, de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. Cet article 6 stipule « Tous les citoyens sont également admissibles à toutes les dignités, les places et les emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. » C'était donc implicitement dire que ce qui est légitime comme distinction est ce qui relève des vertus et des talents. Et que les deux seules façons de considérer des inégalités légitimes, c'est celles qui peuvent être rapportées à ces deux catégories. Il faut souligner que la déclaration de 1793 reprendra exactement les mêmes termes. Donc on ne peut pas sur ce point distinguer les différents moments de la Révolution française. Cette notion qu'il y a des distinctions légitimes pourvu qu'elles soient fondées sur les talents et la vertu a été répétée continuellement dans les différents moments constitutionnels, disons, de la Révolution française. La vertu et le talent, c'est-à-dire d'un côté la conduite des individus et de l'autre les données de la nature. Et c'est en explorant le sens et la portée de ces deux variables, la conduite des individus et les données de la nature, que va être appréhendée la question des inégalités admissibles dans une société démocratique. Donc la première façon de penser l'inégalité, c'est de justifier l'inégalité à partir des conduites et des comportements des individus. Un bon exemple est celui de la France des années 1830. Pour comprendre justement cette première catégorie de légitimation de l'inégalité, ce qu'on peut appeler une légitimation morale des inégalités. Dans cette France des années 1830, nous l'avons vu, le fait majeur, il est constitué par l'explosion des inégalités engendrées par l'essor du capitalisme, par l'avènement de ce qu'on appelait donc le paupérisme. Mais paradoxalement, ce sont les misérables qui vont être mis au banc des accusés dans les rangs conservateurs. Et c'est leur inconduite qui va être considérée comme la cause principale de la triste condition où ils se trouvaient. Même extrême, les inégalités se sont trouvées de cette façon moralement justifiées. Et pour bien prendre la mesure de l'apaisement de la mauvaise conscience de l'époque qui en résultait, il est nécessaire de bien distinguer deux registres de l'attitude conservatrice face à cette question de la légitimation des inégalités et du paupérisme. Le registre de l'économie politique chrétienne d'un côté et le registre des enquêteurs sociaux de l'autre. Pour les tenants de l'économie politique chrétienne, qui écriront très abondamment sur le sujet, le grand coupable, c'est le modèle anglais.
Villeneuve-Bargemont ou Bigot de Morog ont ainsi des formules que ne renieront pas plus tard ni Marx ni Sismondi pour stigmatiser la cupidité et l'égoïsme du monde capitaliste et l'immoralité, ce sont leurs termes, de l'économie politique anglaise, qu'ils disent réduite à une froide crématistique, c'est-à-dire une science de la richesse qui n'inclut pas le rapport aux populations. Et pour Villeneuve-Bargemont, l'édifice, il est ainsi miné dans ses fondements. Il est inéluctablement destiné à s'écrouler dans les pires convulsions. Haro donc sur les implacables propriétaires de manufactures. L'égoïsme, centralisant l'industrie à son profit exclusif, écrit Villeneuve-Bargemont, amène forcément à sa suite l'ignorance, l'immoralité, les maladies, l'imprévoyance, la misère et enfin la révolte des ouvriers. Donc une vision vraiment apocalyptique. Il faut donc en finir avec l'extension indéfinie de l'industrie manufacturière. En finir avec l'extension indéfinie de l'industrie manufacturière, parce qu'elle est la cause de toutes les injustices et de tous les désordres. Comment en finir avec cette extension des manufactures? Non pas pour Villeneuve-Bargemont en organisant le travail ou en rêvant de communauté des biens, comme certains socialistes commencent à le théoriser, mais en retournant à la terre, en réencastrant ainsi dans la société une économie de proximité constituée de petits producteurs. Et Bigot de Morog est une autre grande figure de l'économie politique chrétienne, ou Huerne de Pommeuse, il y en a encore une autre, inspirés par des expériences hollandaises et prussiennes, vont formuler le programme de ce retour à la terre. Et Huerne de Pommeuse va formuler le programme de ce retour à la terre dans un très gros livre de presque 1 millier de pages qui s'appelle « Des colonies agricoles ». L'économie agricole va détailler toutes les modalités de l'organisation du transfert des ouvriers des manufactures vers des fermes agricoles modernes. Et donc, ça va être toute leur ambition de trouver un moyen de moralisation et d'amélioration du sort des classes pauvres qui aurait de la sorte un vecteur commun, et les inégalités, du même coup, se retrouveraient, je dirais, à un niveau non menaçant pour l'ordre social. On retrouverait ces inégalités rentrant dans le cadre de ce qui était l'esprit de la Révolution française. Et c'était d'une certaine façon renouer, mais sur un mode paternaliste et conservateur, bien sûr, mais renouer sur ce mode tout de même avec l'idéal d'une société d'individus indépendants, mais sur ce mode paternaliste et conservateur. Il y a eu énormément d'expériences en Europe de colonies agricoles. Et en tout cas, c'était absolument au centre du développement de ce qu'on pourrait appeler un anticapitalisme conservateur. Et cet anticapitalisme conservateur était une des données culturelles fondamentales de la France des années 1830 et 1840, également de l'Allemagne, également des Pays-Bas, pas de l'Angleterre. Mais de leur côté, les grands enquêteurs sociaux ne vont pas se contenter de considérations générales sur l'industrialisation ou les malheurs de la condition ouvrière. Que l'on prenne des enquêteurs comme Raybaud, Villermé bien sûr, ou Blanqui, le frère du révolutionnaire, celui qui était économiste, mais qui a également publié un ouvrage célèbre sur la condition ouvrière en 1848, tous ces enquêteurs, ils vont pénétrer dans les taudis insalubres. Ils vont suivre l'ouvrier au cabaret, ils vont visiter les ateliers aussi surchauffés que poussiéreux, ils vont donner des statistiques sur les salaires, les accidents du travail, l'âge des enfants qui s'activent au pied des machines. Ils vont examiner tous les détails de la vie quotidienne, les vêtements, la nourriture, la boisson, les jeux, les divertissements, les conduites sexuelles. Et bien sûr, c'est Villermé qui fera particulièrement date avec son tableau de l'état physique et moral des ouvriers publié en 1840, qui marie d'une certaine façon une sociologie de l'observation directe avec les débuts de l'utilisation de la statistique. Et Villermé avait été un des fondateurs de la revue d'hygiène et de médecine légale, qui la première avait produit des statistiques sur la santé. Et en même temps, il était le premier à développer cette sociologie de l'observation directe. Alors Villermé, il va certes donner une description effrayante de la vie des ouvrières et des ouvriers des manufactures de coton, de laine et de soie qu'il avait rencontrées surtout à Lille, à Rouen et à Mulhouse. Il ne négligera
c'est un véritable martyrologue, pourrait-on dire, de la condition ouvrière, il ne négligera aucun détail sordide pour présenter par le menu des quartiers comme le quartier de l'Étaque à Lille ou bien la sortie des manufactures à Mulhouse au Petit Jour, qui sont presque des morceaux de littérature, bien sûr, qui inspireront beaucoup les romanciers de l'époque et Hugo au premier chef. Ces sorties de manufacteurs où au petit matin on voyait des multitudes d'enfants couverts de haillons, pieds nus sous la pluie, et qui se mêlaient au visage exténué et résigné d'hommes et de femmes qui portaient tous sur eux les stigmates du malheur. Et ces descriptions, elles sont impitoyables et elles ne dissimulent rien. Mais elles ne constituent nullement chez lui, c'est ça le fait fondamental contrairement à l'économie politique, elles ne constituent nullement chez lui la matrice d'un pessimisme et d'un doute sur la société industrielle. Villermé souligne même de façon d'ailleurs très originale par rapport à la vision de l'époque que l'essor des manufactures n'était pas lié à une sorte de vidage des campagnes, que l'essor des manufactures, au contraire, il était lié à la diffusion des travaux industriels dans le milieu rural. Il a très bien étudié ce système qu'on appelait dans l'Angleterre du XVIIIe siècle de putting outing system, c'est-à-dire le mécanisme par lequel il y avait une espèce d'atelier diffus qui existait dans les campagnes à travers des formes de travaux à domicile, et que la manufacture était indissociable de cet atelier diffus à travers des formes de travaux qui étaient distribués dans les familles ou dans des regroupements de familles. Et que de cette façon-là, les manufactures n'étaient pas une façon d'organiser l'exode rural, n'étaient pas une façon de couper la France en deux, mais au contraire, participer d'une sorte de développement général. C'était très novateur pour l'époque, cette vision que les historiens de l'économie ont confirmée ensuite très, très fortement. Et donc, de l'autre côté, Villermé, il insiste sur le fait que la condition des ouvriers, même si elle paraît effrayante à l'observateur, et ce qu'il décrit est effrayant, il dit qu'il est tout de même bon que les ouvriers sachent que leur condition est aujourd'hui meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Et que du sein même de ces descriptions absolument apocalyptiques, c'est vraiment l'adjectif qui convient qu'il fait, il dit la condition ouvrière s'est améliorée. Et le spectacle de la misère réelle des ouvriers ne doit donc pas égarer le jugement et faire oublier que dans tous les cas, on peut au moins dire que la situation ouvrière est généralement moins mauvaise que 20 ou 30 ans auparavant. Ce qui est quelque chose qui resterait bien sûr à démontrer. Mais l'essentiel de ce constat est lié à ce qui va suivre. C'est que Villermé, s'il ne nie pas les effets de la concurrence sur les salaires, voilà ce qu'il estime essentiel pour comprendre la condition ouvrière. C'est, dit-il, que nous ne devons pas oublier qu'excepté les temps de crise, la très grande majorité des travailleurs, laborieux, rangés, économes, prévoyants, peuvent s'entretenir avec leur famille s'ils ne peuvent faire des épargnes. C'est là la pointe de sa vision du problème. La misère, elle est en fin de compte uniquement générée par l'imprévoyance, la corruption, la débauche et l'ivrognerie. Les facteurs proprement économiques et industriels comptent certes, mais l'essentiel est que les ouvriers n'ont pas compris, dit-il, que le remède à leur pauvreté est dans leur bonne conduite. Donc là, on a l'expression typique d'une façon de moraliser le malheur ouvrier et de dire que l'inégalité, elle n'est pas le fait d'un système économique. L'inégalité, elle est le fait de conduites individuelles. Il va même jusqu'à dire que l'accroissement des salaires n'amènerait aucun changement si subsistaient les habitudes de débauche et de désordre. Et cette dénonciation des vices de la classe ouvrière comme cause principale de sa misère et partant des inégalités insupportables va être le grand leitmotiv de tous ces enquêteurs sociaux. On peut regarder Buret, par exemple. Buret est certainement celui qui a fait le tableau le plus noir de la condition ouvrière, en comparant la situation française et la situation anglaise. Et chez lui, on a le sentiment que vraiment une description de l'horreur se lie à une forme de compassion. Mais pourtant, les mots les plus terribles qu'a Buret, c'est en fin de compte pour associer la misère et le vice. Et s'il reconnaît que les conditions économiques et le marché du travail
ont leur part de responsabilité dans la condition ouvrière, c'est en fin de compte pour en faire porter aussi le poids sur les épaules du prolétaire lui-même. Et chez lui, la critique sociale n'arrive en fait jamais à s'arracher du socle d'un envahissant moralisme. Ainsi, après avoir décrit avec le plus impitoyable réalisme les quartiers maudits où habitent les salariés de l'industrie, parler d'hommes et de femmes et d'enfants retombés dans la vie sauvage, ce sont ses propres termes, il conclut ainsi : là, vous apercevrez la misère sous un aspect si horrible qu'elle vous inspirera plus de dégoût que de pitié, et vous serez tenté de la regarder comme le juste châtiment d'un crime. Et ces paroles sont tout de même prononcées par celui dont les enquêtes seront très citées par le mouvement ouvrier lui-même pour preuve de la description terrible qu'il a faite. Eh bien voilà ce que conclut Buret, c'est qu'au fond, cette misère, elle n'est peut-être que le juste châtiment d'un crime. Et si Buret lui-même a succombé à cette tentative de stigmatisation du prolétaire, bien d'autres n'auront même pas les hésitations qu'il semble marquer et l'accableront directement, sans autre forme de procès. On peut même parler à ce propos d'un véritable bombardement idéologique au XIXe siècle. Saint-Marc Girardin, dont je vous avais déjà parlé, celui qui avait écrit le fameux article sur les barbares qui sont dans les manufactures et aux portes des cités au moment des événements de Lyon, eh bien, il a été le premier, par cet article, on peut dire, à ôter toute mauvaise conscience à la bourgeoisie. Et il disait, hélas, dans un cours qu'il a fait au Collège de France, parce qu'au XIXe siècle, on pouvait être professeur et se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Donc on prenait le salaire et on donnait 10% du salaire à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le cours. Heureusement, je crois que ça a été terminé en 1848. Ça. Et voilà ce que, dans sa leçon inaugurale de 1832, qui était pourtant sur l'histoire de l'Allemagne, ça n'avait a priori pas grand rapport, mais disons que toute la société dans ces années 31, 32, 33, 34 est complètement immergée dans la question ouvrière qui est montante et surtout dans les formes d'émeutes et de révoltes sociales qu'il y a à Paris et en province. Voilà ce qu'il dit. Il faut bien prendre conscience que la misère n'est que le châtiment de la paresse et de la débauche. Voilà les enseignements que nous donne l'histoire. Et dans sa somme consacrée aux classes dangereuses qui fera référence à l'époque, Frégier ira encore plus loin. Il ira en effet, c'est bien connu, jusqu'à criminaliser le monde ouvrier en élargissant la catégorie des classes pauvres et vicieuses à celle de classes dangereuses. Il ne suffisait plus pour lui que le prolétaire soit considéré comme un misérable et un dépravé, il fallait encore voir en lui la plus terrible des menaces sociales. Si les individus sont les véritables sources de la misère, celle-ci ne peut être surmontée, cette misère, qu'au prix d'une entreprise de moralisation. Et Gérandeau, l'auteur du grand traité de la bienfaisance publique et qui a aussi écrit le livre Le visiteur du pauvre, qui a joué un rôle très important dans cette période, dit « La vertu est pour l'homme la vraie gardienne de son bien-être ». Et toutes les enquêtes sociales le suivront pour faire de la moralisation de la classe ouvrière le moteur essentiel de l'amélioration de son sort. La vertu, qui a pour toutes les conditions humaines des avantages communs, pour chacune d'elles des secours spéciaux, vient avec une sorte de prédilection envelopper la classe laborieuse d'une protection salutaire. Donc, ni État-providence, ni encadrement du capitalisme, mais vertu-providence. Voilà le remède mis en avant de façon répétitive par toute cette littérature de l'époque consacrée au paupérisme. Pratique de la vertu qui, outre ses effets directement bénéfiques sur les conditions de vie des individus, aurait aussi pour Gérandeau, il insiste sur ce point, un effet politique propre. Elles amèneraient en effet chacun à être, comme il le dit, son expression, content de son sort, à considérer sans envie les situations en apparence plus heureuses, à être préservé de l'impatience et de l'amertume. Adviendrait ainsi pour Gérandeau et ses pairs un monde dans lequel
la question des inégalités cesserait de tarauder les esprits et d'alimenter le désir d'un changement en brisant, en quelque sorte, l'imagination des hommes. Et c'est le cas français qui a retenu mon attention dans ces quelques extraits que j'ai donnés des travaux des enquêteurs sociaux. Mais on pourrait trouver outre-Manche, en Angleterre, le strict équivalent de cette littérature. Et c'est aussi vers un appel à la moralisation des classes laborieuses qu'ont convergé en Angleterre les grandes enquêtes parlementaires. Je n'en prendrai qu'un exemple. La première et la plus célèbre des enquêtes sur le paupérisme anglais, l'enquête parlementaire de 1834. Les commissaires royaux pour cette enquête de 1834 vont beaucoup travailler puisqu'ils publieront 7 volumes in folio, 7 gros volumes in folio, plein d'observations directes et plein de statistiques. En volume, pour vous donner une idée, c'est un volume qui est à peu près 10 fois l'équivalent du travail de Villermé. Donc c'est un travail absolument imposant. Et quand vous regardez le livre d'Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, ou lorsque vous considérez les travaux de Marx sur le sujet, vous verrez que cette enquête, elle est perpétuellement citée. Or voilà les 3 lignes de conclusion des commissaires royaux à la fin du 7e volume. Voilà ce qu'ils disent. Les commissaires reconnaissent et déclarent qu'il faut moins compter sur un arrangement économique quelconque que sur l'influence de l'éducation morale et religieuse pour améliorer la condition ouvrière. Donc en Angleterre comme en France, on appelait ainsi à moraliser les pauvres pour améliorer leur sort. Puisqu'ils étaient responsables de la condition qui était la leur, il n'y avait pas lieu de parler d'injustice. C'était une approche bien réductrice des vertus, mais elle n'en a pas moins constitué un des piliers fondamentaux de l'idéologie de l'époque. La première façon de justifier l'égalité, c'était donc la conduite des individus. Et on peut dire même d'une certaine façon que l'idéologie bourgeoise naît dans ce moment de la légitimation des inégalités par la conduite des individus. Mais à côté des vertus, il y a cette deuxième expression qui est employée aussi bien aux États-Unis qu'en France pour concevoir des distinctions admissibles, c'était des talents. Le talent, c'est-à-dire des données naturelles. Et les effets induits par les différences de talent ont ainsi constitué la seconde source de différenciation, considérée comme admissible des situations. Mais qu'entendait-on par ce mot de talent que tout le monde utilisait? Avant même qu'il ait été consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il avait été largement utilisé, par Rousseau aussi bien que par Thomas Paine, comme une catégorie explicative et justificatrice des différences, mais sans être pourtant jamais rigoureusement défini. Si l'on ouvre les dictionnaires, le mot talent appartient clairement au registre de l'ordre naturel. Voilà ce que dit l'encyclopédie au mot talent. Elle dit « Le talent est une disposition naturelle, une aptitude à un art mécanique et libéral. Tous les talents, de quelque espèce qu'ils soient, ne dépendent pas de nous et ne doivent, par conséquence, nous inspirer ni orgueil pour nous, ni mépris pour les autres. » C'était véritablement quelque chose de 100% dans la nature, je peux dire, cette définition du talent. Et le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1786, note « don de la nature, disposition et aptitude naturelle pour certaines choses, capacité, habileté. » Mais le problème est que le sens du mot talent, complètement enraciné dans des données acquises, dans des données de la nature, va tendre à s'élargir progressivement. Et l'usage courant qui est fait vers la fin du XVIIIe siècle du mot talent va montrer un imperceptible glissement d'importance, puisqu'il va en effet incorporer une dimension d'engagement personnel, de mobilisation, d'effort. Et on peut faire l'hypothèse que c'est ce caractère discrètement polysémique qui a donné au terme de talent sa centralité. Parler de talent était en effet devenu, à la fin du XVIIIe siècle, une façon acceptable, disons démocratique, de parler des inégalités naturelles, en même temps que d'en moduler le caractère déterministe.
Donc c'était une expression qui insistait sur la dimension déterministe des qualités de la nature, mais en même temps un déterminisme qui était modulé, un déterminisme qui était susceptible d'être amendé, si l'on veut. Et c'était aussi l'usage de ce terme de talent, une façon de dissimuler les transformations fondamentales du rapport à l'idée de nature qui s'était opérée à la fin du XVIIIe siècle. On peut dire qu'au milieu du XVIIIe siècle, la nature, elle était toujours du côté du bien, du côté de l'émancipation, du côté des droits, du côté de l'égalité. Et on pourrait risquer l'expression en disant que la nature change de camp à la fin du XVIIIe siècle. Elle porte davantage la marque de ce qui contraint les hommes, de ce qui les divise, et non plus de ce qui les rapproche. Quand on voit en 1755 un des plus grands utopistes du XVIIIe siècle, Morelli, celui que l'auteur de la Basiliade, celui d'une certaine façon dont on a dit qu'il était le fondateur, avant Babeuf même, de l'idée de communauté des biens, de l'idée de socialisme, un des livres les plus importants de Morelli a pour titre « Code de la nature », comme si la société idéale n'avait qu'à suivre le code de la nature. La nature, c'était le bien. Il n'y a pas besoin de développer longuement la question dans son rapport à Rousseau. Et Adam Smith lui-même, il théorisait l'harmonie naturelle des intérêts. Donc c'est toute l'idée, même en économie, du laisser-faire, c'est que la nature est bonne. La nature ne peut produire que des formes d'organisation, la nature ne produit que des bonnes choses. Et à l'orée du XIXe siècle, cela a bien sûr changé. La concurrence n'est plus pensée dans des termes aussi optimistes. Et les utopies vont plutôt décrire un ordre social totalement artificiel, et non plus simplement reproduisant simplement les lois de la nature. Et il y a deux acteurs politiques, qui sont aussi des philosophes, qui vont symboliser au début du XVIIIe siècle cette nouvelle appréhension du régime des inégalités naturelles dans la société. Jefferson aux États-Unis et Guizot en France. Tous les deux vont théoriser le nouveau régime des inégalités admissibles en partant de sa conséquence la plus radicale et la plus essentielle à leurs yeux, l'existence d'une forme de supériorité pleinement légitime dans la société des égaux, qui consiste dans le retournement et donc dans la réinvention de la notion d'aristocratie. Tournons-nous d'abord vers Jefferson. Jefferson, qui a mené le combat contre les fédéralistes en 1787, a écrit une lettre célèbre à John Adams en 1813. John Adams, qui est son fédéraliste, sont à la fois un ami, mais celui qui était un de ses grands adversaires politiques. Il répondait dans cette lettre de 1813 à John Adams, il a développé le thème des conditions dans lesquelles on pouvait parler de la nécessité d'une aristocratie naturelle dans la démocratie. Un thème et un vocabulaire qui est un vocabulaire qui appartient même à Jean-Jacques Rousseau, un vocabulaire qui appartient à la langue thermidorienne pendant la Révolution française, on trouve l'expression chez Roederer par exemple, mais qui était très importante aussi aux États-Unis. Jefferson répondait à Adams qui considérait cyniquement au soir de sa vie que la naissance et la richesse avaient toujours, en fin de compte, fini par supplanter la vertu et les talents. Et donc on pouvait le déplorer, mais que la société moderne, c'était cela. C'est la naissance et la richesse qui finissent par l'emporter sur la vertu et les talents, et cela entraîne donc une vision pessimiste de l'avenir de la démocratie, puisque la démocratie, la révolution démocratique, s'est faite au nom justement de la vertu et des talents. En parlant d'aristocratie naturelle, Jefferson concédait effectivement un point de vocabulaire décisif à son ami, un moment où d'ailleurs le mot d'aristocratie commençait, on l'a vu, dans ce qu'allait être l'Amérique jacksonienne, allait être un véritable repoussoir. Mais c'était en même temps suggéré que l'essentiel de la révolution démocratique moderne résidait dans la définition de cette distinction et non pas dans le fait qu'il en existe une. Cette nouvelle aristocratie, je cite Jefferson, trouve ses fondements dans la vertu et les talents. Donc on emploie le vocabulaire ancien de la différence, mais pour refonder les catégories
organisatrice de la différence. Car une aristocratie qui trouve ses fondements dans la vertu et les talents, c'est-à-dire dans les différences entre individus seulement, et pas des différences héritées, et non pas des différences socialement instituées. Et donc, il y a, en quelque sorte, des personnes qui se distinguent. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa lettre, qui est une des lettres les plus célèbres de Jefferson, il n'ose pas, alors qu'il emploie le mot aristocratie naturelle, il n'ose pas employer le mot aristocrate, parce le mot aristocrate dans l'Amérique de l'époque est véritablement imprononçable. Donc il écrit en grec. Il dit les natural aristoi, bon, pensant que ça fait passer la pilule, si je puis dire. Mais il voulait dire en quelque sorte ceux qui se distinguaient. C'était une distinction qui reposait sur la science, sur le courage et les talents, et donc des distinctions qui ne blessaient pas l'égalité. Donc c'était définir un régime admissible des inégalités dans la société démocratique. Car cette théorisation du régime des inégalités admissibles était devenue une question essentielle. Guizot, de son côté en France, emploiera le terme d'aristocratie mobile de l'égalité pour qualifier ceux qui allaient constituer une des articulations vitales de la culture politique française. Car on peut dire que de la monarchie de Juillet à la Troisième République, la figure de l'élitisme républicain, dont cette idée d'aristocratie de l'égalité a constitué la matrice, n'a cessé de se renforcer jusqu'à absorber toutes les autres définitions de l'égalité. Donc il est extrêmement important de considérer ce moment où cet élitisme républicain, si je puis dire, prend naissance. Car cet élitisme, il s'est effectivement imposé comme le modèle français de l'égalité, avec toutes les questions que cela pose. Cette aristocratie mobile de l'égalité, elle a pour Guizot deux dimensions. L'une négative, qui consiste à définir des catégories d'inégalités admissibles, et l'autre positive, qui va consister à redéfinir la notion même d'égalité. Reconnaître les inégalités naturelles et combattre les privilèges, telle est la ligne de partage qu'il entend tracer. Les hommes, écrit-il, sont tous de la même nature et par là pleinement semblables. Mais les forces dont cette nature est douée ne sont pas réparties à tous dans les mêmes proportions. Et sous ce rapport, les hommes sont réellement inégaux. Les inégalités naturelles sont donc un fait fondé sur des formes de supériorité ou de distinction susceptibles d'être considérées comme objectives. Et ce qui est inacceptable, c'est la transformation des inégalités naturelles en inégalités sociales. Et donc la distinction entre inégalité naturelle et inégalité sociale va être l'axe de sa démonstration. Et c'est ce qui va montrer la différence entre une société des inégalités rapportées à des situations individuelles et une société qui serait définie comme une société de caste étant appréhendée comme une société divisée en classes distinctes et immobiles. Cette transformation, ou ce risque de glissement, disons, des inégalités naturelles vers des inégalités sociales, procède d'un double glissement. Une prétention d'abord à l'extension en dehors de sa portée d'origine. Par exemple, lorsque ceux qui détiennent une supériorité physique veulent imposer un pouvoir général assis sur la supériorité physique, et que sur cette base, ils veulent réprimer tous ceux qui possèdent des talents d'un autre ordre, c'est-à-dire qu'ils vont réprimer le savoir, qui vont réprimer l'habileté manuelle, c'est la force que possèdent certains qui va être imposée comme le critère unique d'organisation de la société. Ou lorsque ceux qui bénéficient d'une supériorité donnée empêchent les autres d'acquérir les capacités qui font leur force. C'est lorsque, par exemple, dans un pouvoir de clerc, dans un pouvoir clérical, l'exemple était souvent pris à l'époque de la Haute-Égypte, les prêtres de la Haute-Égypte gouvernaient au nom de ce savoir et ils empêchaient les autres de l'acquérir. Donc là, on peut dire que le fait d'avoir une supériorité naturelle
ils avaient acquis une connaissance, mais d'empêcher les autres de l'acquérir, transformer une inégalité naturelle, disons, en une inégalité sociale. Et c'est ça qui était inacceptable. On peut dire, pour simplifier, que les inégalités naturelles deviennent sociales lorsque leurs détenteurs veulent exclure les autres inégalités, tout aussi naturelles, qui pourraient concurrencer les leurs ou prétendre au partage de leur empire. Ainsi, écrit Guizot pour illustrer son propos, ceux qui ont régné par la supériorité des armes ont voulu empêcher que leurs sujets ne s'exerçassent dans les armes, quelque disposition qu'ils puissent avoir à y devenir forts à leur tour. Ceux qui devaient leur domination à la supériorité de l'esprit ont cherché à étouffer le développement des esprits. Les riches ont eu peur de voir les pauvres s'enrichir. Toutes les inégalités, originairement dérivées de certaines supériorités naturelles et de leur influence, ont déclaré la guerre à ces mêmes supériorités naturelles dont elles tenaient leur titre, mais qui pouvaient donner ces mêmes titres à d'autres et en créer des rivaux. C'est donc transformer l'inégalité naturelle en une forme de propriété privée, en un privilège. Et la deuxième modalité du glissement des inégalités naturelles en inégalités sociales dérive de la prétention des inégalités naturelles à se perpétuer dans le temps, non plus à s'étendre dans l'espace, mais à se perpétuer dans le temps en se transmettant d'une génération à l'autre. Une supériorité individuelle se transforme de la sorte en une variable d'ordre quasi-génétique. Et c'est tout simplement l'histoire de la noblesse. L'histoire de la noblesse qui s'est définie comme la dette historique de hauts faits d'origine qui étaient de l'ordre d'une supériorité naturelle. Donc c'est la supériorité naturelle qui était tellement forte qu'elle a des droits historiques. Et donc, par définition, c'est une supériorité naturelle qui se transforme, qui est instituée socialement et qui devient une inégalité sociale. Et ce sont donc ces deux types de prétentions à l'extension et à la prolongation dans le temps des inégalités naturelles qui fondent la notion de privilège. Ce qui constitue le privilège, écrit Guizot, c'est l'extension mensongère et illégitime, soit dans le temps, soit dans l'espace, de la supériorité réelle qui lui a donné naissance. Donc on peut dire que le privilège, c'est une perversion de l'inégalité naturelle. Il se déclare l'ennemi de l'inégalité naturelle qui fut son berceau, et il est en fait le protecteur d'une inégalité factice dont il s'efforce d'atténuer la fausseté en s'opposant au libre développement de l'inégalité véritable qui la ferait éclater. C'est donc la lutte contre les privilèges, c'est la lutte entre deux formes d'inégalité. C'est l'inégalité inadmissible contre l'inégalité admissible. Ce n'est donc pas l'inégalité en soi qu'il refuse dans le privilège, mais le fait que celui-ci bouleverse et détruit l'ordre des supériorités naturelles. Le propre des sociétés démocratiques, explique-t-il, est de repousser toute inégalité factice et de laisser libre cours aux inégalités naturelles. Le privilège, pour le dire autrement, bouleverse le juste rapport de l'inégal et de l'égal. Il introduit l'inégalité là où l'égalité doit commander et il la détruit là où elle doit pouvoir se manifester. Il est ainsi doublement une perversion de l'inégalité. Les inégalités ne sont donc admissibles, dans ce cadre de la vision des inégalités naturelles, que si elles sont strictement associées à des individus et à des situations. Mêlant donc de façon inextricable les données de la nature et celles de l'activité personnelle. Et une société égalitaire peut se définir en conséquence comme celle qui ne connaît qu'un seul type d'inégalité, celui des inégalités admissibles. Ce qui implique bien sûr que tous aient les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes possibilités pour laisser libre cours à ces données de la nature et de l'activité personnelle. Et voilà les termes avec lesquels Guizot a résumé cette vision de l'égalité. Aucun artifice, écrit-il, ne doit gêner dans l'ordre social le mouvement d'ascension
ou de décadence des individus. Vous voyez que ce sont des expressions qui seront employées après pour décrire l'Amérique des années 1830. Les supériorités naturelles, les prééminences sociales doivent recevoir de la loi aucun appui factice. Les citoyens doivent être livrés à leur propre mérite, à leur propre force. Il faut que chacun puisse, par lui-même, devenir tout ce qu'il peut être et ne rencontre dans les institutions ni obstacle qui l'empêche de s'élever s'il en est capable, ni secours qui le fixe dans une situation supérieure s'il ne sait pas s'y maintenir. Je n'hésite point à l'affirmer, c'est là, en fait d'égalité, toute la pensée publique, elle va jusque-là et pas plus loin. Disons, à travers cette philosophie des inégalités légitimes, des inégalités naturelles comme étant seules légitimes, eh bien en fait, on va définir ce qu'on appellera après la théorie de l'égalité des chances. Alors il y aura certes loin de ces théories, que ce soit celle de Jefferson ou celle de Guizot, surtout celles de Guizot qui ont été formulées au plus fort de la lutte contre les libéraux et les ultras. Donc il a gauchi très nettement sa pensée, si je puis dire. Parce qu'au pouvoir en 1830, il n'aurait plus jamais accepté de dire cela. Au contraire, il mettait l'accent sur la dimension de moralisation et non plus du tout sur les inégalités naturelles opposées aux privilèges. Mais au-delà des préjugés et des préventions qui en ont limité la portée et rétréci le sens, s'était bien formulé à travers Jefferson et Guizot une vision d'égalité qui allait pour longtemps imprimer sa marque. Et cette nouvelle compréhension de l'inégalité dans l'égalité, qu'ils ont chacun exprimée avec leur sensibilité, si elle était à chaque fois marquée par le contexte de la formulation, a cependant eu l'inconvénient de ne dessiner qu'une philosophie très générale. Disons que c'était rationaliser la distinction entre la notion de privilège et celle d'inégalité admissible. Rationaliser la distinction entre aristocratie de naissance et aristocratie de naturelle. Mais on peut considérer que ça n'était encore qu'une vision extrêmement générale. On pourrait dire presque une vision idéologique, plus qu'une construction argumentée. Ça indiquait une direction, plus que ça l'argumentait et la fondait véritablement théoriquement. Mais c'est, d'un certain point de vue, justement de cette façon qu'elle va jouer son rôle, en proposant à l'époque un langage et des images plus que de véritables concepts. Or, je crois que dans toute société, c'est quand on trouve un langage et des images qui correspondent à des attentes ou à des problèmes que se définissent justement des cultures politiques. Mais il y a eu aussi pendant cette période d'autres langages et d'autres images plus spécifiques dans lesquelles va se formuler la question des inégalités naturelles. Deux langages en particulier, le langage de la science et le langage de l'économie. Une autre façon de penser et de légitimer les inégalités au XIXe siècle a d'abord résidé dans le fait de les comprendre physiologiquement, en donnant donc le fondement a priori le plus incontestable qui soit aux différences entre les hommes. Au milieu du XVIIIe siècle, la science naturelle de Buffon avait contribué à l'ascension de l'imaginaire égalitaire. La notion d'espèce telle qu'elle avait été formulée par Buffon, ça avait été un des vecteurs fondamentaux de l'avènement des idées égalitaires. Au XIXe siècle, à l'inverse, ce sont les sciences qui prétendent démontrer le fondement physiologique des inégalités. Et ce sont ces sciences de la différenciation, ce sont, on pourrait dire, les sciences de l'inégalité, non plus les sciences de l'égalité, qui vont retenir l'attention du public. Il y a un cas tout à fait exemplaire, c'est celui de la phrénologie. Tout part de l'œuvre d'un médecin allemand qui s'appelle Franz Joseph Gall, qui avait mis au point à la fin du XVIIIe siècle une méthode originale et jugée tout à fait révolutionnaire de dissection du cerveau. Et sa méthode de dissection du cerveau avait complètement renouvelé l'anatomie du cerveau, parce qu'il avait démontré l'importance qui était alors tout à fait inaperçue du cortex et surtout la structure fasciculée de l'encéphale. Donc ça avait été deux découvertes anatomiques, pourrait-on dire, absolument essentielles. Et pour cela, les travaux de Gall,
Là, ce sont des travaux qui sont vers du milieu des années 1790. Ces travaux sur le cortex et la structure fasciculée de l'encéphale vont marquer une date qui d'ailleurs est toujours reconnue dans l'histoire de l'anatomie et de la médecine. Mais Gall alla ensuite plus loin dans ses observations. Il émit l'hypothèse, qui était alors totalement révolutionnaire, selon laquelle les différentes zones du cortex étaient liées à des facultés humaines spécifiques. Il distingua de la sorte 27 organes du cerveau qui dessinaient une carte fonctionnelle du cortex, liste qui sera ensuite allongée à 36 fonctions. Et Gall distinguait, par exemple, les différents sens, l'ouïe, le toucher, le sens des couleurs, etc., la capacité au langage, la mémoire, mais également les sentiments et les penchants humains, l'amour, l'ambition, la persévérance, la compassion, la violence, etc., ainsi que les capacités. Il distinguait, par exemple, la capacité à l'abstraction, la capacité poétique ou encore la faculté mécanique. Et l'intensité, c'est là l'originalité de sa proposition scientifique, c'est qu'il estimait que l'intensité de ces différentes fonctions, de ces 27 puis 36 fonctions, était directement proportionnelle au volume des zones concernées du cerveau. Donc, si la zone concernée était la mémoire, si elle était particulièrement développée, ça veut dire un individu qui avait beaucoup de mémoire, etc., etc. Et, fait très important, il y avait un rapport entre le volume des zones du cerveau et la façon dont ces zones produisaient des effets de façon visible à la structure du crâne par la présence ou non de protubérances. En analysant, il avait fait des analyses de la surface du crâne de personnes et il voyait que le crâne n'était jamais complètement lisse, qu'il a toujours des petites aspérités et que ces aspérités étaient, correspondaient selon lui justement aux différences d'importance qu'avaient les différentes régions du cortex. Ça se distingue tout de même, la phrénologie, je le signale, de la craniométrie. La craniométrie, qui sera très développée à partir des années 1850, c'est tout à fait autre chose. La craniométrie, c'est l'analyse de la morphologie, c'est l'analyse de la taille, c'est l'analyse du poids du crâne. Alors, ça n'est pas du tout l'analyse des effets du cortex sur la surface du crâne. Donc, il faut tout à fait distinguer craniométrie et phrénologie. Même si, dans les deux cas, on regarde la tête, mais on ne regarde pas du tout les mêmes choses, et les deux types, entre guillemets, de disciplines auront des effets, des principes complètement différents. C'est sur cette base que la phrénologie, la science de l'esprit, était fondée. Et son programme fut exposé en détail pour la première fois dans un livre qui était publié en français en 1809 et qui est le développement d'une longue communication qui a été faite à l'Institut, recherche sur le système nerveux en général et celui du cerveau en particulier. Donc c'est un livre de 1809 et quelques années après, avec son principal disciple qui s'appelait Spurzheim, il développera ces choses-là dans un travail qui sera publié en 4 volumes. Donc c'était un travail extrêmement consistant. Le travail de Gall, il a reçu immédiatement un accueil enthousiaste. Il était d'abord scientifiquement crédible à cause de ses recherches passées. Mais surtout, peut-être, il donnait un fondement physiologique aux conduites et aux facultés des individus. Avec cette théorie, les vertus et les vices, comme les talents, les deux seules variables justificatrices des inégalités admissibles, se trouvaient en quelque sorte naturalisées. D'où la réception sociale, si l'on peut dire, de la phrénologie. Et en 1823, une Phrenological Society est ainsi créée à Londres. Elle fait immédiatement paraître une revue périodique. Et tandis que le principal disciple de Gall, Spurzheim, se voit confier une chaire à Cambridge en 1826. En Amérique, un élève de Spurzheim, Warren, se voit confier un enseignement de phrénologie à Harvard à partir de 1821. Et ce même Warren fondera à Philadelphie l'année suivante la Central Phrenological Society. La réception de Gall, elle était un petit peu plus lente en France. Sous la Restauration, Gall passait en effet pour une personnalité sulfureuse qui développait des thèses menaçantes pour la religion, le fait que tout s'explique par la matérialité du cerveau.
Et ces opinions, plutôt libérales, ont à l'inverse facilité la reconnaissance de son œuvre sous le régime de Juillet. Et quelques-uns des plus grands noms de la médecine française se rallièrent rapidement à ces thèses. La Société de phrénologie eut par exemple pour premier secrétaire général Broussais. Cette société est mise sur pied en 1831 et elle aussi a lancé tout de suite sa revue. La faculté de médecine de Paris a bien accueilli dès le début la phrénologie, puisqu'on a dès 1833, ça veut dire qu'elle était préparée plus tôt, une thèse de phrénologie qui est soutenue. Et Broussais a consacré l'intégralité de son cours de 1836 à la phrénologie. C'est donc partout la reconnaissance scientifique de l'œuvre de Gall. On peut dire au début des années 1830. Et dans une grande exposition qu'il y avait en 1834, par exemple, il y avait un stand phrénologique auquel, c'est une anecdote qu'on raconte souvent, auquel Louis-Philippe s'est longuement arrêté pour se faire expliquer comment ça marchait, etc. Si le principe des fonctionnalités, pourquoi ça ne durera pas très longtemps, cette reconnaissance scientifique? Parce que là où Gall avait une intuition géniale, c'était de dire qu'il y avait des fonctionnalités spécifiques qui étaient liées aux différentes zones du cerveau. Donc ça, c'était quelque chose qu'on reconnaît toujours, évidemment, aujourd'hui. Et si ce principe des fonctionnalités spécifiques a été reconnu comme une grande avancée scientifique, le problème, c'est que la classification proposée par Gall fut rapidement abandonnée, car les connexions qu'il avait avancées entre des zones du cortex et les classifications de sensations, les classifications de facultés, les classifications de capacités, les classifications de tempérament, très vite on s'est rendu compte que ça ne correspondait à rien de médicalement prouvé. Et donc, je dirais, l'histoire scientifique de la phrénologie s'arrête de ce point de vue-là au milieu des années 1830. On reconnaît ce qu'avaient été ces deux apports importants et ça s'arrête. Mais commence la véritable histoire, si je puis dire, c'est l'histoire sociale et culturelle de la phrénologie. Discréditée par la recherche scientifique, la phrénologie connut en effet malgré tout un extraordinaire succès public. Et son audience s'élargissait même au fur et à mesure que son contenu devenait plus flou. Certains philosophes y voyaient un moyen de renforcer leurs convictions matérialistes. Les fouriéristes trouvaient par exemple une correspondance entre leur théorie des passions et celle de Gall. Donc beaucoup de fouriéristes seront des supporters enthousiastes de la phrénologie. Il y a eu aussi une sorte d'engouement social, on pourrait dire presque un succès mondain de la phrénologie, à l'instar de ce qu'avaient entraîné à la fin du XVIIIe siècle les fameuses théories de Mesmer sur le magnétisme. Les théories de Mesmer sur le magnétisme, qui disaient qu'au fond le monde était les objets inanimés comme les êtres animés, tout se mouvait à l'intérieur d'un magnétisme, eh bien, la régénération du monde, c'était de remagnétiser les personnes. Et donc, on a même des gens très connus comme Brissot, on a énormément de personnalités politiques qui vont, dans les années 1780, se fonder sur le mesmérisme pour essayer de penser à un monde régénéré. Donc, ça appartient à la préhistoire de la Révolution française. On peut dire que c'est la même chose pour la phrénologie. Balzac s'enthousiasmera avec beaucoup d'autres. Et on verra dans le 6e arrondissement un musée phrénologique ouvert en 1837, après le déclin, je dirais, de la doctrine scientifique, où les visiteurs se précipiteront. Lorsqu'il sera exilé à Jersey, Pierre Leroux donnera en 1853 un cours de phrénologie. Et on le sait parce que Victor Hugo y assistait avec assiduité. Et d'ailleurs, ce cours de phrénologie sera publié sous le titre « Cours de phrénologie » par Pierre Leroux. Pourquoi cet engouement? Parce que la phrénologie semblait pouvoir ouvrir de nouvelles voies à la réforme sociale. Et Félix Voisin, qui est un célèbre psychiatre de l'époque, avait par exemple convaincu le ministère de la Justice qu'elle pourrait servir à prévenir la délinquance des mineurs en compensant par une éducation appropriée les penchants criminels qui auraient été décelés précocement. Et il y a eu un rapport à ce moment-là qui a été fait au ministère de la Justice, et on a créé à Issy-les-Moulineaux, en 1834, un institut orthophrénique, avec cet objectif de prendre en charge, si je puis dire, des enfants dont on avait repéré que la bosse de la délinquance et de la criminalité
apparaissait particulièrement développée. Et de façon beaucoup plus vague, des socialistes et des républicains verront dans la phrénologie un des supports de ce que pourrait être une physiologie sociale progressiste, qui sera réinscrite ultérieurement dans la perspective hygiéniste, eugéniste. Mais c'est en Amérique que la phrénologie connut son succès le plus extraordinaire. Les noms des frères Fowler est indissociable de cette carrière. Dans les années 1830 et 1840, ces deux frères Fowler, qui n'étaient pas des scientifiques, vont sillonner l'Amérique en donnant partout des consultations phrénologiques pour guider leurs clients dans les projets matrimoniaux, professionnels ou pour l'éducation des enfants. Ils vont vendre partout une chose que vous avez sûrement vue, en tout cas aux États-Unis, on en voit partout. C'est des petites têtes de faïence blanche avec Fowler's Brothers écrit en dessous, et où il y a sur le sommet du crâne toute l'indication des 36 zones de Galles, et qui se vendront comme des petites statuettes. On ne peut pas aller dans une brocante aux États-Unis sans voir des petites statues de porcelaine de Fowler. Et ils vont aussi créer une espèce d'officine de diagnostic à New York, puis qu'il y aura des succursales à Boston et Philadelphie, qui aura pour but de conseiller les entreprises dans le recrutement en sélectionnant les candidats à l'embauche sur la seule vue de photographie des têtes des postulants, ou sur la vue des photographies des têtes postulants, voir s'ils étaient bons pour tel type de travail, etc. Donc on peut dire qu'à mi-chemin entre la graphologie et l'astrologie ou la numérologie, la phrénologie s'installa ainsi solidement dans la culture américaine du XIXe siècle. Poe, Melville, Thoreau y font référence, et même le grand poète Walt Whitman a demandé à être examiné par un des frères Fowler. Et un tel engouement ne peut seulement être mis sur le compte de la crédulité populaire. L'exceptionnelle réceptivité de la société américaine à l'idée phrénologique, ce serait trop de parler de théorie, s'explique par la foi de l'époque dans la science, mais aussi par l'espérance de trouver là une voie objective du perfectionnement de l'homme. C'était cependant peut-être plus encore la façon de pouvoir concilier sans heurts l'impératif égalitaire et le fait d'inégalités complètement naturalisées. Et un des traits remarquables du XIXe siècle aux États-Unis, c'est que toutes les techniques qui avaient pour but d'analyser, enfin de prétendre analyser objectivement les inégalités naturelles entre les hommes ont connu un succès extraordinaire. C'est pour cela que c'est en Amérique ensuite que toutes les théories eugénistes ont été les plus fortement reçues. C'est aussi en Amérique que toutes les théories du quotient intellectuel, ça viendra plus tard, au XXe siècle, mais toutes les théories de Binet, qui sont un Français, celui qui a mis au point les techniques de mise au point du quotient intellectuel, c'est un Français, mais c'est aux États-Unis que ces techniques connaîtront le plus de succès. Il y a un grand naturaliste qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui a écrit un livre, The Mismeasure of Man, la malmesure de l'homme, qui fait une histoire de cet engouement américain pour les pensées scientifiques de l'inégalité, et en montrant comment il y a un rapport très fort entre cet engouement pour les pensées scientifiques de l'inégalité et un ethos égalitaire de la société américaine. D'ailleurs, au Collège de France même, il y avait un professeur qui faisait un cours sur l'histoire des États-Unis, qui est devenu un grand politologue, qui est André Siegfried, et qui disait, pour comprendre les États-Unis, il faut avoir un manuel de phrénologie dans une main et la Bible dans l'autre. Et là, vous comprendrez la société américaine. Ça n'était pas une mauvaise, je pense, ça n'était pas une mauvaise définition. Bon, nous nous arrêtons 2 ou 3 minutes. Pendant qu'on fait l'interruption, donc je vous rappelle que c'est la dernière séance du cours proprement dit, et qu'à partir de la semaine prochaine commence le séminaire. Le séminaire durant 2 heures, de 10 heures à midi. Il y a 1 heure à peu près d'exposé par un invité, et pendant 1 heure, je commande cet exposé, je discute avec l'invité. Et j'ai choisi de présenter des thèmes qui sont des thèmes liés à des recherches ou à des résultats récents de recherche sur des thèmes en rapport, je dirais, avec les questions de l'analyse du politique et de la démocratie surtout. Et donc la première séance, la semaine prochaine, sera Paul Demont, qui dirige l'UFR de grec à
à Paris 4, va présenter les résultats des recherches très originaux qu'il a fait sur le tirage au sort en Grèce ancienne, et notamment sur les machines à tirage au sort en Grèce ancienne. À un moment, on discute beaucoup de tirage au sort, vous verrez, c'est intéressant.